J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Ari Ben Semoun. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. Vous êtes le directeur exécutif d'Elnet France. Elnet est une organisation non gouvernementale dont la mission est de renforcer les relations entre Israël et l'Europe. Et à ce titre, vous avez organisé en début de semaine un déplacement en Israël avec 10 parlementaires français et l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Vous êtes notamment rendu à Sderot et à Kfar Aza, terriblement touchés, on le sait, par les massacres terroristes du Hamas. Quels étaient les objectifs de ce déplacement en pleine guerre ? Eh bien écoutez, d'abord c'était une mission qualifiée d'urgence et de solidarité. Urgence parce que la guerre venait d'être déclarée par le Hamas, qui a perpétré le pire, le plus odieux des crimes qu'il soit possible d'imaginer, d'ailleurs auxquels nous n'étions même pas capables de penser. L'état de sidération, de surprise qui a été celle de tous les Israéliens, de tous les Juifs du monde, mais également de tous ceux qui ont un semblant d'esprit, d'âme, de raison. Et pour nous, ce qui était important immédiatement, c'était d'être dans l'action et pas simplement dans la réaction. L'action, c'est de montrer l'état des lieux, de montrer la réalité de la situation en Israël, et donc pour cela, d'amener des personnes en situation de pouvoir témoigner, qui mieux que des parlementaires, bien sûr des journalistes, mais ils étaient là-bas déjà nombreux et ils sont arrivés par la suite encore plus nombreux, mais des parlementaires, c'est essentiel parce que ce sont des personnalités qui au quotidien font les lois, sont amenées à prendre un certain nombre de décisions et dont l'avenir d'ailleurs de la relation entre les pays européens et Israël, la France et Israël, elle dépend aussi du regard que les responsables politiques portent sur le conflit du Moyen-Orient, portent sur Israël et sur ce pogrom. On ne doit plus l'appeler autrement que comme un pogrom. Donc vous le réinscrivez dans la longue histoire de l'antisémitisme. Ah ben c'est incontestable. Et d'ailleurs, le conflit israélo-arabe s'inscrit dans la longue histoire de la haine des Juifs et donc de l'antisémitisme. On ne rappellera jamais assez que pendant la Shoah, les Arabes et les musulmans étaient représentés par Haj Amin al-Husseini. Alors, pas tous les Arabes ont collaboré avec les nazis, pas tous les musulmans se sont comportés comme s'est comporté le grand mufti de Jérusalem, mais en tout cas, il n'est pas contestable que la racine du nationalisme arabe existe dans l'histoire de Haj Amin al-Husseini, de ses relations avec les nazis et de la collaboration active qui a été menée. N'oublions jamais que je ne dis pas que c'est lui qui a inspiré cela aux nazis, ils avaient besoin de personne pour avoir les pires idées de la terre, mais Haj Amin al-Husseini est celui qui, parmi beaucoup d'autres, mais lui particulièrement, a plaidé pour l'extermination des Juifs, et il avait à l'idée que cette extermination devait bien sûr s'étendre aux Juifs qui vivaient à cette époque-là dans le Yishuv, c'est-à-dire sur la terre d'Israël, avant même la création de l'État d'Israël. Ben Semoun, certains ont rappelé le massacre de Hebron en 1929, compte tenu de la nature des gestes et des meurtres qui ont été commis. En 2023, vous parliez de la période de la Seconde Guerre mondiale. En 2023, est-ce que vous direz que le conflit israélien, en tout cas par rapport à la bande de Gaza, n'est plus un conflit territorial ? Il ne l'a jamais été. Il faut sortir de la tête de ceux qui nous écoutent bien sûr, mais plus encore de ceux qui en parlent et souvent en laissant penser qu'ils sont instruits de la question. Le conflit israélo-arabe n'a jamais été un conflit territorial. C'est un conflit pour l'éradication des Juifs au Moyen-Orient, pour la destruction de l'État d'Israël et accessoirement un conflit qui portait le germe de la dimension génocidaire, c'est-à-dire, rappelez-vous le slogan « Jetez les Juifs à la mer ». Jeter les Juifs à la mer, c'est pas pour leur apprendre à nager, c'est pour les noyer, c'est pour les détruire. Et aujourd'hui encore, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le Hamas ou le djihad islamique, que ce soit les Iraniens, mais qui sont un peu plus habiles et qui évitent de le dire de cette manière-là, et que ce soit l'autorité palestinienne. Et je vais vous dire autre chose. Quelle que soit l'autorité palestinienne, mes propos peuvent être largement documentés par les interventions de tous les leaders de l'autorité palestinienne, les prêches dans les mosquées, les discours officiels, l'éducation dans les écoles, les émissions de télévision, où systématiquement il est question de conditionner toute une population, et notamment les jeunes, à l'anéantissement d'Israël et au meurtre des Juifs. Mais au meurtre des Juifs. D'ailleurs, beaucoup d'Arabes, beaucoup de musulmans qui prennent conscience de l'atrocité de ce qui a été perpétré lors de cet attentat de Gaza se réveillent. Et ils disent, mais nous avons été éduqués à haïr et à tuer les Juifs depuis notre plus jeune âge.
un documentaire circule sur les réseaux à propos des enfants des écoles de l'UNRWA. L'agence onusienne de la bande de Gaza. Prétendument s'occupe des réfugiés qui n'existent plus, parce que bon, c'est un grand sujet, vous avez dû en parler plusieurs fois, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais cette agence onusienne qui, grâce à l'argent collecté dans le monde entier, met en place des écoles pour éduquer les enfants. Donc on peut se dire qu'ils sont éduqués selon les critères, les principes et les valeurs de la communauté internationale et de la liberté, de la démocratie. Non, pas du tout. Ils sont éduqués, conditionnés, lobotomisés pour devenir des tueurs de juifs. Donc ça n'est pas un conflit territorial. Et donc, Ariel Ben Semoun, la solution à deux États est nulle et non avenue. Mais quelle que soit la solution que vous voulez envisager, c'est une solution qui doit permettre à deux adversaires de se retrouver, mais souvent on entend dire on ne fait la paix qu'avec son ennemi. Mais c'est bien évident, si on n'a pas d'ennemi, il n'y a pas de paix à faire, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Encore faut-il, Steve, que les deux parties veuillent faire la paix, veuillent trouver un compromis sincère et équitable. Et nous sommes partisans, mais depuis toujours, de la paix avec les Arabes et d'un compromis historique qui prenne en compte les aspirations. Vous avez entendu souvent ce mot, aspirations légitimes. Mais je dis, mais s'il y a des aspirations légitimes, elles doivent être entendues. Or, aujourd'hui, quand vous regardez la carte de la discorde israélo-palestinienne, vous ne trouvez côté palestinien aucune absolument rien qui soit de l'ordre de ce qui est légitime, puisque vous n'avez pas, d'ailleurs, rappelons déjà pour commencer que Mahmoud Abbas n'a pas dénoncé, n'a pas condamné l'attentat ou les attentats ou le pogrom du 7 octobre. Il a accusé Israël de préparer un génocide contre les Palestiniens de la bande de Gaza. Au contraire, c'est Israël qui prépare un génocide, c'est Israël l'agresseur, contre toutes les évidences et contre toutes les réalités. Je pense que là-dessus, il n'y a pas une grande différence entre Mathilde Panot de la France Insoumise et Mahmoud Abbas. Je pense que ces deux-là sont faits pour s'entendre et je suis étonné qu'elles ne soient pas déjà en train de courir au secours des Palestiniens à Ramallah. C'est encore une autre histoire. Mais vous savez, pour qu'il y ait deux États, il faut encore qu'il y ait une volonté de faire appel. Les Israéliens y ont cru à Oslo, il y a 30 ans. Ils ont cru que, sincèrement, ils pouvaient trouver des partenaires. Mais l'OLP n'a jamais joué le jeu. Depuis le mot caduc, s'agissant de la charte de l'OLP, qui n'a jamais été modifié. Je mets au défi n'importe quel journaliste, n'importe quel expert, n'importe quel historien, de me trouver la nouvelle charte de l'OLP qui est au fondement de l'autorité palestinienne, puisque l'OLP représente officiellement dans les instances internationales le peuple palestinien. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc tout ça, c'est un jeu de dupes. Tout en ne gouvernant pas la bande de Gaza depuis 2007. Oui, c'est un jeu de dupes en fait. Donc il n'y a pas de problème territorial. Regardez, les Israéliens ont permis la création de l'autorité palestinienne. Rappelez-vous, les accords d'Oslo, Gaza et Jéricho d'abord, puis par la suite, un certain nombre d'autres villes. Aujourd'hui, l'autorité palestinienne gouverne sur 95% de la population palestinienne, que ce soit dans les territoires de Judée-Samarie ou sur la bande de Gaza, où le Hamas lui a ravi le pouvoir. Mais disons que du point de vue international, c'est toujours l'autorité palestinienne qui gouverne à Gaza, et c'est l'autorité palestinienne qui reçoit les subventions, qui reçoit l'argent, qui doit être reversé après aux Palestiniens à Gaza pour payer notamment les fonctionnaires, qui restent des fonctionnaires de l'autorité palestinienne. Tout ça est un imbroglio incroyable, et la communauté internationale n'est pas à une contradiction près. Mais regardez les choses telles qu'elles évoluent. Quel est le contentieux d'Israël avec la bande de Gaza? Il n'y en a pas. Le Hamas n'est pas une organisation de résistance contre une oppression. D'oppression, il n'y a pas. S'il y a une oppression et s'il y a des oppresseurs, c'est le Hamas qui oppresse, qui opprime et qui, dans sa charte, dit clairement il faut détruire Israël et exécuter, massacrer tous les Juifs. Ils sont passés à l'acte le 7 octobre. Je suis étonné que l'on s'étonne. Ariel Ben Semoun, je voudrais qu'on revienne à ce voyage en début de semaine. Voyage en Israël où l'odeur de la mort suinte, a déclaré à son retour le député Renaissance des Yvelines, Carl Olive. Est-ce que vous avez vu sur place, dans ces sites du martyr juif, des choses qui vous ont permis de comprendre encore mieux l'ampleur et la violence des actes qui ont été commis le 7 octobre? Malheureusement, définitivement oui. Je suis désolé, mais rien que d'y penser à nouveau et de me remémorer les scènes et les témoignages que nous avons recueillis de la part de ceux qui ont vécu ce pogrom-là, glace le sang.
nous étions à Kfar Aza. Et quasiment dans l'état où les terroristes ont laissé le kibbutz. Je rappelle qu'il y a eu à Kfar Aza plus de 70 morts sur une population de 700 habitants. Aujourd'hui, il reste presque plus personne dans ce kibbutz. C'est un kibbutz martyr. Nous avons reconstitué, mètre par mètre, le parcours monstrueux de ces terroristes qui sont venus pour violer, pour humilier, pour massacrer, pour exécuter dans des conditions absolument abominables. Je passe sur les détails qui nous ont été rapportés, les témoignages effroyables auxquels nous... Écoutez, on a l'impression qu'on a pris la machine à remonter le temps et on est revenu au temps de la Shoah et au temps des pogroms du 19e siècle. C'est absolument abject. Et donc nous étions là-bas, dans cette vallée de la mort, dans cet enfer sur terre que les terroristes du Hamas ont créé en quelques heures. C'est un endroit paradisiaque pour ceux qui connaissent cette région. Et ce paradis a été transformé en enfer. Qui est occupé par des personnes qui souvent sont favorables d'ailleurs à la paix. Mais ce sont des gens qui se sont rapprochés de la bande de Gaza depuis très longtemps déjà. Ces kibbutz ont été créés dans les années 50 parce qu'il y avait cet idéal de la coexistence. Et d'ailleurs, un idéal de coexistence qui a fonctionné. Vous savez, je fais partie de cette génération qui milite depuis très très longtemps et j'ai eu, entre guillemets, la chance d'aller plusieurs fois à Gaza dans les années 80. Avant le processus d'Oslo, avant l'arrivée de la mafia de Yasser Arafat et de ses amis, avant la création du Hamas. Et je ne dis pas que tout était idéal, loin s'en faut, ce n'est pas facile, mais il y avait une vraie coexistence. Les Juifs et les Arabes circulaient librement, il n'y avait pas de no man's land, il n'y avait pas de barrière de sécurité, tout cela n'existait pas. Et je dois dire que ça n'était pas facile, mais les Juifs ont toujours eu cette idée, on va faire la paix avec les Arabes, on va se réconcilier avec eux et on va vivre ensemble. J'ai connu ça, je l'ai vécu. Et puis j'étais aussi à Gaza en 2005, lorsque les Israéliens se sont retirés et lorsque l'autorité palestinienne gouvernait encore Gaza avant les élections que le Fatah a perdues et avant que Gaza ne tombe entre les mains des terroristes du Hamas. 2006-2007. Donc tout ça c'est des choses qui, oui, cette population-là, elle avait ça chevillé au corps. Ceux qui sont allés faire la rave party à Reim, c'était un grand festival de musique pour la paix. Des gens, des jeunes hommes, des jeunes femmes pétris de cet idéal, de cet espoir de paix. Ça n'existe pas chez les Palestiniens. Je dis souvent aux gens, citez-moi une personne de l'autorité palestinienne ou du monde palestinien, intellectuel, poète, philosophe, je n'en sais rien, qui se soit élevé contre ce massacre. Vous n'en trouverez aucun. Citez-moi un seul discours de Yasser Arafat ou de Mahmoud Abbas où il est question de faire sincèrement la paix avec les Israéliens. Vous n'en trouverez pas. Essayez de me retrouver dans les manuels scolaires palestiniens. Le mot paix, il n'existe pas. Le mot Israël n'est jamais prononcé. La carte d'Israël n'existe pas. Mais enfin, qu'est-ce qu'il faut à l'humanité pour comprendre que si il y a à exprimer une solidarité vis-à-vis des Palestiniens, c'est d'abord le faire en condamnant ceux qui les oppressent, ceux qui les conditionnent, ceux qui les utilisent comme des boucliers humains. Ce qui est assez peu rappelé dans les médias français depuis 2 semaines. Mais c'est peu rappelé parce qu'il y a cette espèce de tentative d'équilibrisme, de renvoyer dos à dos, de dire oui, on dénonce les meurtres abominables qui ont été commis, mais ceux qui parlent de meurtres abominables ne mesurent pas ce qu'il y a derrière le mot abominable, parce qu'ils n'ont pas fait ce pèlerinage. Certains contestent d'ailleurs la nature depuis quelques jours. Certains en contestent la nature. Vous savez, on a rencontré un officier de l'armée qui nous a guidés dans le kibbutz de Kfar Aza et qui nous a dit, j'avais dans mes mains un enfant à qui on avait coupé la tête. Et je m'excuse. J'ai pas eu le réflexe de prendre une photo parce que j'ai pas pensé une seule seconde qu'on allait contester ce que je dis. Alors, regardez ce qui se passe. Un obus, tiré d'ailleurs par le djihad islamique, est tombé sur le parking de l'hôpital de Gaza. Mardi soir. Le Hamas a annoncé immédiatement 500 morts. Moi, déjà, le fait d'annoncer 500 morts immédiatement, c'est complètement... C'est stupéfiant. Tout le monde a plongé. Tout le monde a plongé. Y compris des grands médias français. J'ai suivi en direct le live du Figaro, par exemple, qui jusqu'à la fin de la soirée annonçait que c'était Israël le responsable. Mais bien sûr. Et tout le monde a repris l'information qui vient du Hamas, qui est une organisation terroriste,
Organisation terroriste, Steve, ça veut dire organisation criminelle. C'est-à-dire on a affaire à des hors-la-loi, à des gens qui normalement devraient être poursuivis immédiatement par tous les tribunaux. Des mandats d'arrêt internationaux devraient être lancés contre tous ceux qui ont organisé, planifié, revendiqué ces attentats. Mais là encore, rien n'est fait parce qu'on dit terroriste, oui, mais d'un autre côté, il y a un côté un peu comme ça, et on renvoie dos à dos. Donc tout le monde a accepté l'information du Hamas. Personne n'a demandé à vérifier l'information avant de tweeter, avant de faire des messages. Est-ce que ça vous a pas malgré tout étonné qu'il ait fallu au minimum 24 heures pour qu'on mette une équivalence, simplement une équivalence entre la thèse du Hamas et celle des Israéliens? Mais de toute façon, je vais vous dire, pour ceux qui veulent qu'Israël soit coupable, et même parmi ceux qui ont dénoncé les actes criminels du Hamas, Israël est quand même coupable parce que dans leur esprit méprisable, rien de tout cela n'aurait été possible s'il n'y avait pas l'occupation, l'humiliation, la colonisation. Donc, par avance, on donne un gage de respectabilité à ce Hamas. Et même, certains disent, s'il n'y aurait pas le Hamas, s'il n'y avait pas eu l'occupation, s'il n'y avait pas l'humiliation, s'il n'y avait pas le désespoir. Excusez-moi, on parlait tout à l'heure. Certains expliquent même que Israël, et c'est notamment le cas du journaliste Charles Mandalin qu'on a beaucoup lu ces derniers jours dans certains médias, qu'Israël avait instrumentalisé le Hamas contre Yasser Arafat. Oui, mais ça, peu importe la politique. Et le moment de faire les comptes, aussi dans la société israélienne sur les responsabilités, viendra. Mais quoi que l'on puisse dire, il n'empêche que tout cela n'a aucun rapport. Le Hamas est une organisation génocidaire, pas parce qu'ils ont un contentieux avec les Juifs ou avec Israël, tout simplement parce qu'ils sont imprégnés d'une idéologie qui est bien antérieure, et nous l'avons dit tout à l'heure à propos de Khadj Amin al-Husseini, bien antérieure à la création même de l'État d'Israël. Enfin, ceux qui ont fait le pogrom de Hebron dont vous avez parlé en 1929, ceux-là n'étaient pas contre l'occupation ou contre la colonisation. Ces propos n'avaient pas lieu d'être. Donc, c'est comme si aujourd'hui, on justifiait a posteriori le crime des nazis ou de l'Église qui a persécuté les Juifs. On dit « Ah mais oui, regardez ce que les Israéliens ont fait aux Palestiniens. » Mais c'est délirant, ça. C'est délirant, cette manière de réécrire l'histoire, cette manière d'inverser toutes les valeurs. Donc non, c'est absolument inacceptable. Donc ils ont tous gobé les 500 morts. Et ils ne se sont pas posé de questions. Pour eux, c'était une aubaine. Imaginez pouvoir dénoncer les crimes du Hamas et donc exprimer sa solidarité avec Israël, et en même temps pouvoir dire que les Israéliens ont commis un crime de guerre, voire un crime contre l'humanité, parce que cibler volontairement un hôpital et faire 500 morts, c'est un crime de guerre, et ça peut être qualifié comme un crime contre l'humanité. Donc les gens ne sont pas fous. Et je vais vous dire, j'ai checké les tweets des uns et des autres, jusqu'au plus haut niveau, et beaucoup sont tombés dans le panneau. Emmanuel Macron, notamment à 1h du matin, n'a pas remis du tout en cause la thèse du Hamas. Emmanuel Macron a fait un tweet que je trouve extrêmement ambigu, pour ne pas dire davantage. Il aurait dû le corriger, parce que dans son tweet, clairement, il renvoie dos à dos les victimes faites par le Hamas et les victimes de la riposte aveugle, comme, selon la formule consacrée. Mais je vais vous dire une chose. La vengeance. La vengeance. S'il y avait, je ne souhaite pas qu'il y en ait, 100 000 morts à Gaza, et je ne souhaite vraiment pas qu'on en arrive là, et chaque vie humaine est importante, et je ne me réjouirai jamais, et je n'encouragerai jamais à ce qu'on puisse souhaiter la mort de qui que ce soit, mais il n'y a pas d'équivalence ni politique, ni morale, ni éthique à mettre en face de ceux qui ont été assassinés volontairement, scrupuleusement. Y compris en droit international, d'ailleurs. Mais y compris en droit international. Mais le droit international, Steve, d'abord, qui le connaît, et ceux qui ne le connaissent pas en parlent sans arrêt en le déformant, et ceux qui le connaissent, eh bien, malheureusement, s'assoient dessus, comme on dit assez vulgairement. Ariel Ben Simoun, vous disiez tout à l'heure, pardon, l'émission avance, il nous reste à peu près un quart d'heure pour cette première interview, on ne pouvait pas imaginer une telle violence. Est-ce que, par ailleurs, et au-delà d'ailleurs, il y a eu une erreur fondamentale de conception, comme on dit en Israël, du côté israélien, du côté de l'état-major politique et militaire israélien, sur la volonté politique du Hamas? D'abord, on pouvait imaginer cette violence parce que pour ceux qui scrutent, qui analysent en permanence l'état de la société arabe et palestinienne, et notamment des organisations terroristes, nous savons exactement en quoi consiste le projet génocidaire. Donc nous savions particulièrement et parfaitement
ce qu'ils étaient capables de faire. Et nous disions toujours, s'ils en avaient la possibilité, ils feraient comme les nazis, et peut-être pire que les nazis, parce que les moyens dont nous disposons aujourd'hui sont différents, et notamment dans la manière de terroriser les gens en filmant et en humiliant. Ce dont il est question ici, c'est une profanation de ce qu'il y a de plus indispensable et essentiel dans l'humanité. Donc nous savions qu'ils avaient cette capacité, et nous ne nous faisons aucun doute. Ces fondamentalistes, donnez-leur la possibilité d'égorger, d'ouvrir des ventes, de violer, ils le font. L'État islamique, Daesh l'a fait. Mais on considérait néanmoins, Arié Ben Semoun, que notamment la direction politique du Hamas dans la bande de Gaza, je pense notamment à Yahya Sinwar, était dans une posture, je dirais, des gestionnaires pour le moment. Non, mais ceux qui se sont persuadés de ça vont devoir nous expliquer sur la base de quoi ils en sont persuadés. C'est ce qui a conduit notamment aux permissions de travailleurs palestiniens de rentrer en Israël. Tout cela, c'est une accumulation d'erreurs politiques qu'il faudra analyser. C'est pas le moment. C'est le moment de la guerre, c'est le moment de l'unité de la nation. C'est pas le moment de soulever ces questions-là. Mais ces questions émergent déjà dans le débat israélien. Elles émergent dans le débat israélien. Elles émergeaient avant, parce que la politique qui a été menée par le gouvernement israélien, s'agissant du containment, l'endiguement du Hamas, est tout à fait discutable. Et tous les gouvernements qui se sont succédés n'avaient pas la même vision des choses. Mais celui qui a gouverné le plus longtemps, c'est-à-dire pendant 17 ans, c'était Netanyahou. Donc c'est lui qui a imposé sa marque dans la manière de gérer la relation avec le Hamas. Donc on n'est pas surpris de la cruauté. On est surpris en revanche qu'ils aient pu mener à bien ce crime gigantesque, le pire que l'État d'Israël ait pu connaître, le pire, mais bien loin devant même la guerre de Kippour, qui a été un échec patent, au moins dans les premiers jours. Mais la stupéfaction, c'est de voir qu'ils ont pu le faire. Et ça, c'est une fracture terrible dans le contrat social entre le gouvernement israélien et la population israélienne. Parce que ce pourquoi Israël... Avec l'armée également ? Non, pas avec l'armée. Ce pourquoi Israël a été créé, c'est pour empêcher qu'un pogrom comme celui-là puisse avoir lieu sur le sol d'Israël. Alors, la guerre, oui, on connaît nos ennemis, les attentats, malheureusement, bien sûr, mais ça c'est une rupture du contrat social. Voilà pourquoi le peuple d'Israël réclame, exige avec une immense majorité qu'on en finisse avec le Hamas. C'est pas l'armée, parce que l'armée, c'est le peuple. L'armée, c'est nos enfants. Et ça... Quand je dis l'armée, je parle de l'état-major militaire. Non, mais l'armée n'a pas fauté. L'armée, dans une démocratie, obéit aux ordres du politique. D'accord ? Elle ne peut pas décider de ce qu'elle fait absolument. Il y a une ligne politique. Elle peut se tromper en termes d'évaluation de la menace. Ce qui a été fait. Il n'est pas établi qu'elle se soit trompée en termes d'évaluation de la menace. Il n'est pas établi que ce soit le cas. Parce que nous ne savons pas exactement qui a dit quoi à qui dans les jours, les semaines et les mois qui ont précédé ce carnage. Et un certain nombre d'informations nous laissent penser que certains, dans les milieux informés, ont sonné l'alarme. Mais écoutez, encore une fois, Steve, c'était important de le dire, parce qu'on ne vit pas dans un monde idéal. Pour l'instant, il faut faire la guerre. Et cette guerre, il faut la gagner. Et cette guerre, c'est le peuple d'Israël qui la mène. Il y a une dimension éthique, morale, essentielle. C'est le peuple juif qui va mener cette guerre. Ce ne sont pas les responsables politiques. C'est l'armée, et l'armée, c'est le peuple. Ce sont nos fils, nos frères, nos enfants qui sont à l'armée et qui vont mener ce combat. Quels sont les objectifs israéliens dans cette guerre ? Vous disiez détruire le Hamas. Qu'est-ce que ça veut dire précisément selon vos informations ? Ça veut dire détruire, éliminer l'ensemble des responsables militaires et politiques dans la bande de Gaza et ailleurs ? Éliminer toutes les capacités opérationnelles du Hamas dans la bande de Gaza, c'est-à-dire leur capacité à continuer à tirer des missiles, à détenir des caches d'armes, à avoir des tunnels offensifs ou des tunnels pour se protéger. C'est également éliminer tous les responsables politiques et militaires du Hamas. C'est, Steve, détruire le Hamas. Alors, on ne détruira pas l'idée qu'il y a derrière le Hamas, c'est bien entendu. Cette idée, malheureusement, elle est vieille comme le monde. C'est la haine des Juifs, c'est la haine de soi, c'est la haine tout court, c'est ce que vous voulez. Cette idée-là, on ne la tuera pas. En revanche, on peut tuer ceux qui la portent en étendard, comme on l'a fait avec l'État islamique, qui a été abattu sans être absolument anéanti. Encore une fois, il y a l'idéologie derrière, mais c'est en arriver jusque-là, et puis, évidemment, penser au jour d'après. Il ne suffit pas simplement de dire... Alors, avant de parler du jour d'après,
vous citiez les responsables militaires dans la bande de Gaza, notamment les chefs Yahya Sinwar et Mohamed Deif, dont on a beaucoup parlé évidemment ces derniers jours. Est-ce que ça suppose également qu'on élimine, côté israélien, les responsables du Hamas à l'étranger? Je pense par exemple à Ismaël Haniyeh qui se trouve au Qatar. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Et ce que je déplore, c'est que la communauté internationale n'ait pas d'ores et déjà lancé des mandats d'arrêt internationaux pour arrêter. Il faut arrêter les chefs du Hamas qui se pavanent au Qatar, qui revendiquent les actes terroristes. Attention, on n'est pas là face à des chefs d'État qui seraient protégés par des formes d'immunité. On a affaire à des organisations criminelles, des associations de malfaiteurs. Ils ne relèvent pas de la diplomatie mondiale, du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils relèvent des tribunaux, de la police. Et ces gens-là doivent être arrêtés, jugés, condamnés et punis comme il se doit. Ou ils méritent, en tout cas, d'être mis hors d'état de nuire selon les modalités que les Israéliens décideront s'ils ne sont pas, avant cela, arrêtés par la communauté internationale. Donc il faut que les choses soient claires. Est-ce que vous attendez, par exemple, que la France agisse, notamment auprès du Qatar, pour que soient au minimum expulsés les dignitaires du Hamas? Voir que le Qatar ne bénéficie plus de certaines facilités fiscales. Le Qatar est dans ses petits souliers, parce que le Qatar est un petit pays qui veut être bien avec tout le monde, qui a réussi à enfumer à peu près la moitié de la planète pour pouvoir défendre ses intérêts. Aujourd'hui, on peut être bien avec Israël et bien avec le Hamas, c'est possible ça? Comme l'a fait le Hamas. Non, mais ni aujourd'hui, ni hier, ni demain. Ceux qui sont bien avec le Hamas ont un problème essentiel. Alors, ils font croire à tout le monde qu'ils rendent service. Notamment, le Qatar nous dit, mais nous, on nous a demandé, et c'est vrai que les Américains, la communauté internationale, de fournir l'argent au Hamas pour lui permettre de payer ses frais de bouche, je dirais 30 millions de dollars par mois dans une valise avec des billets qui passent avec l'accord des Israéliens et des trucs. Parce que pour les convaincre d'arrêter d'envoyer des roquettes ou des ballons incendiaires. On a cru, voilà. Encore une fois, moi, je me fais pas juge de tout le monde, parce que je ne sais pas, je n'ai pas tous les éléments. À un moment donné, il y a des gens qui ont pensé qu'on pouvait circonvenir, contenir ces terroristes du Hamas. Mais me revient à l'esprit cette formule que l'on prête à Bismarck qui dit « Qui veut acheter son ennemi avec des concessions ne sera jamais assez riche ». Et je crois vraiment à cela. C'est vraiment l'esprit munichois qui souffle, mais chez tout le monde finalement, parce qu'on a toujours envie, parce qu'on est des êtres humains, on a envie de croire que le monde est meilleur que ce qu'il est vraiment. Et on ne peut pas accepter l'idée que ces gens-là, même s'ils l'écrivent, même s'ils le disent, passeront pas là, tu sais. On dit des choses, mais on ne les pense pas vraiment. Non, mais vous savez, les nazis, quand Hitler faisait ses discours et quand il écrivait Mein Kampf et qu'il disait qu'il faut anéantir le judaïsme mondial, nous, on a euphémisé ses propos. Enfin, nous, quand je dis nous, c'est pas nous, ceux qui étaient là à l'époque. Ouais. Or, il fallait le prendre exactement à la lettre. Ça veut dire que quand l'autorité palestinienne, quand le Hamas, quand le djihad islamique vous explique par le menu qu'il faut massacrer tous les juifs, croyez-les. C'est exactement ce qu'ils veulent faire. Et en plus, ils vous le disent. Et plus ils le disent clairement, et plus ils vous hypnotisent et qu'ils vous endorment. Et donc, il ne faut pas attendre aussi, par voie de conséquence, d'être attaqué pour anéantir ces menaces. Ça me semble indispensable. Après, on rentre dans des considérations géopolitiques, géostratégiques, et je me garderai bien de dire à ce micro que les choses sont simples et qu'il n'y a qu'à et il faut qu'on... Non, j'essaye d'être plus sérieux que ça, même si parfois, comme tout le monde, je suis révolté par un certain nombre de choses. Je ne dis pas qu'il faut attaquer de manière préventive. En tout cas, il faut avoir un œil extrêmement avisé sur ce qui se passe et au sud du Liban, et dans la bande de Gaza, et à l'est du Jourdain, notamment en Syrie, en Irak, et surtout en Iran. Il faut être extrêmement vigilant, extrêmement précis. Et puis, il ne faut pas se raconter des blagues. On finit par rentrer dans une sorte de routine où on oublie finalement que, non, mais le Hamas n'est pas une organisation qui va se réformer. Elle ne va pas se modérer. Les mollahs iraniens ne vont pas devenir des gens sympathiques. Ça n'existera jamais. Leur objectif, ils l'ont en tête. Et eux ont une vision du temps que nous n'avons pas. Ils ont le temps long. Eux s'en fichent. Eux n'ont pas de contraintes d'opinion publique, ils n'ont pas de contraintes de vie humaine. Mais concernant l'Iran, pardon, et comme le Hamas depuis maintenant 1 an et demi ou 2, on considère que, comme la plupart des autres acteurs politiques, leur rationalité, le fait d'avoir accédé au pouvoir leur permet d'accéder à une forme une rationalité qui leur permettrait de mesurer finalement leurs actes et de les compter un peu plus que lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Alors,
que nous ayons affaire à des gens très intelligents qui savent faire le moment venu et quand c'est nécessaire preuve d'une certaine forme de rationalité. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent contre les Occidentaux leurs propres armes. Les Occidentaux sont rationnels, sont réfléchis. Alors on va leur donner l'impression que nous sommes nous aussi rationnels et réfléchis et on va les endormir, on va les anesthésier et continuer à faire ce qu'on a à faire jusqu'à ce qu'ils soient surpris. Vous savez, il y avait ce très beau livre qui avait été écrit à l'époque de la deuxième intifada, La cuisson du homard. Vous savez comment cuire un homard. Michel Gurfinkel. Comment cuire un homard? On le met dans de l'eau qui est froide et puis on fait monter la température tout doucement. Le homard voit que l'eau se réchauffe, il ne s'excite pas, il s'adapte, il s'habitue et tout d'un coup, on met un coup de feu très chaud et le homard est saisi, il meurt, il ne peut même pas se débattre et sauter de la casserole. Bon. La cuisson du homard, c'est un peu la stratégie et la technique qu'emploient depuis très longtemps maintenant ceux qui pratiquent la politique par étapes s'agissant d'Israël. C'était la vision de Yasser Arafat, c'est la vision de Mahmoud Abbas qui est aussi crapuleux que son prédécesseur, mais moins charismatique. Et c'est comme ça que les Iraniens ont endormi la communauté internationale depuis 20 ans que dure la négociation sur le nucléaire iranien. Rendez-vous compte comment les Européens se sont fait promener pendant plus de 20 ans, tout simplement parce que toujours au bon moment, les Iraniens leur disaient ce qu'ils voulaient entendre. Et est-ce que l'autre victime, et je mets évidemment beaucoup de guillemets, géopolitique de ces terribles massacres, c'est le processus de normalisation des relations entre Israël et le monde sunnite, et en l'occurrence avec l'Arabie Saoudite? C'est une victime collatérale, momentanée. Il est clair que dans la situation ce qu'est le Moyen-Orient aujourd'hui en état de tension et de guerre, le processus de normalisation avec les Saoudiens n'est pas annulé, il est arrêté, il est mis en pause, c'est tout à fait normal. Notez bien que la situation avec le Maroc n'est pas beaucoup plus facile. Voyez les manifestations monstres qui ont eu lieu à Rabat pour soutenir non pas la cause palestinienne, il faut arrêter avec ça, soutenir les meurtres du Hamas. Est-ce que les pouvoirs dans ces pays peuvent continuer à gouverner contre leur opinion publique qui est globalement assez anti-israélienne, pour ne pas dire plus? En fait, c'est la voix du prince ou du roi. Le peuple n'a pas droit au chapitre, sauf quand il y a des situations extrêmes. Et là, le pouvoir doit ouvrir un peu la soupape pour décongestionner la pression et pour que la pression se retourne contre un ennemi extérieur, que le peuple peut considérer comme tel, et pas sur les dirigeants. Vous savez, les gens qui manifestent à Rabat, ou dans les pays arabes, ils peuvent manifester contre Israël, c'est autorisé, c'est licite, ils ne pourront pas manifester contre le roi sur les réformes sociales, fiscales, économiques ou je ne sais trop quoi. Donc en manifestant contre Israël et contre les Juifs, ils envoient aussi un message au pouvoir et c'est là où on retrouve la notion de bouc émissaire. On a besoin d'un bouc émissaire, le roi du Maroc en a besoin d'un, malgré les relations qu'il entretient avec Israël et avec les Juifs. Mais là, il comprend bien qu'il n'y a pas tellement le choix. Donc, il faut lâcher du mou, il faut laisser faire. Idem pour les Saoudiens. Ça ne remet pas en compte les fondamentaux de la politique? Non, ça ne remet pas en cause les fondamentaux parce que les accords d'Abraham sont des accords qui ont un ancrage extrêmement solide. Donc, ils vont résister à cette tornade, à cette tempête. Mais pour les prochains mois, ça va tanguer. Il nous reste une minute. Ariel Ben Semoun, vous parliez des manifestations dans le monde arabe. Je voudrais qu'on parle des manifestations en France maintenant. Oui. C'est l'un des autres enjeux du moment sur l'éventuelle importation du conflit dans le pays. Hier, le Conseil d'État a rejeté le principe d'interdiction systématique. Et c'est évidemment systématique qui est important dans la phrase de ces rassemblements. Il revient au préfet d'apprécier au cas par cas si le risque de trouble à l'ordre public justifie une interdiction, écrit le Conseil d'État. Est-ce que vous regrettez cette limitation de la décision qui avait été prise par Gérald Darmanin? D'abord, j'applaudis au volontarisme et à la prise de position de Gérald Darmanin et de manière générale du gouvernement français s'agissant de cette situation, de tout ce qui peut ressembler à une aggravation plus qu'une importation. Le conflit israélo-arabe, israélo-palestinien, ça fait longtemps qu'il a été importé en France. Je dirais même qu'il fait partie du débat national et il est une des variables de la politique intérieure de la France. Malheureusement, quand on est un pays où il y a 20% de musulmans, où un grand nombre de ces musulmans, même si ça n'est que 20%, sont radicalisés ou radicalisables, c'est un problème de politique intérieure. Bon. Après, le gouvernement tient la barre et il essaie de contenir l'occasion qui semble être donnée à tous ces radicaux de manifester contre Israël et ce faisant de manifester aussi contre la France. Personne n'est dupe de ce qu'il y a derrière
la pensée de ces gens-là. Non, je dis que le Conseil d'État n'avait pas d'autre choix que de corriger un peu la copie du ministre de l'Intérieur. Qui, dit-on, était mal rédigé. Oui, mal rédigé, parce que en fait, le côté systématique d'une interdiction, en droit, ça ne fonctionne pas. En revanche, en disant qu'il appartient au préfet de décider au cas par cas, ça revient exactement au même, parce que les préfets ne vont pas aller contre l'avis du ministre de l'Intérieur. Parce qu'il y a souvent risque de trouble à l'ordre public. Mais il n'y a pas souvent risque. C'est un trouble à l'ordre public. C'est systématique. Les manifestations, non pas pro-palestiniennes, personne n'interdit à qui que ce soit de porter dans l'espace public une parole de liberté. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de crier mort aux Juifs, Allahu Akbar, destruction d'Israël, From the river to the sea, Palestine would be free. C'est un projet génocidaire. Donc là, il s'agit d'interdire que sur le territoire de la République, on fasse l'apologie du terrorisme. Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Et là, la pudeur, la dignité voudrait que dans une situation comme celle que nous connaissons, si ceux qui manifestent aujourd'hui pour la protection des civils palestiniens étaient descendus dans la rue le jour où le Hamas a perpétré son pogrom, je dirais, c'est humain, c'est logique. Nous avons affaire à des gens qui ont une construction cérébrale qui fonctionne bien. Or, il ne m'est pas apparu que ces gens-là se soient même émus du massacre de 1500 hommes, femmes, enfants, bébés, des 4500 blessés, et la plupart d'entre eux dans des états terribles, des gens qui ont été blessés avec des armes à feu, avec des armes blanches. Mais ces gens-là sont des monstres. Et ils veulent aujourd'hui qu'on manifeste de la compassion pour les Palestiniens de Gaza. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je refuserai toujours de me réjouir de la mort de mon ennemi, fût-il le pire qui soit. Mais désolé, et je n'ai pas de compassion pour ceux qui soutiennent le Hamas, pour ceux qui ont participé. D'ailleurs, c'est très important. On voit des civils entrer dans les vidéos qui accompagnent les terroristes. Les civils sont rentrés, ils ont participé au viol, ils ont participé à la rapine, ils ont volé tout ce qu'ils ont pu voler, ils ont massacré à leur tour. Ça a été vraiment le pogrom populaire comme on les connaissait au XVIIIe et au XIXe siècle. Donc je n'ai pas de compassion pour ceux qui soutiennent le Hamas, qui participent à cette action, et pas pour ceux qui se réjouissent de la mort des Juifs en distribuant des bonbons, des gâteaux, en faisant des fêtes, comme ça s'est produit dans l'ensemble du monde arabe et dans toute la société palestinienne. Alors, moi je ne suis pas une bonne âme, je suis quelqu'un de bienveillant, mais la bienveillance s'arrête là où les malfaisants prennent le contrôle de la réalité. Et ça, c'est inacceptable. Merci beaucoup, Ari Ben Semoun, d'avoir été avec nous. J'appelle que vous êtes le directeur exécutif d'Elnet France. Merci encore. Merci, Steve.